Bonjour à tous, il est centralien, a fait toute sa carrière dans l'équipement aéronautique et automobile, ancien directeur général de la société Silea qui a été rachetée en 2000 par Valeo. Il est aujourd'hui directeur de l'innovation de l'équipementier français. Bonjour Guillaume de Vauchel. Bonjour. Je vous propose de commencer par quelques chiffres pour présenter Valeo et ses activités à ceux qui nous regardent. Valeo, c'est 12 milliards d'euros de chiffre d'affaires aujourd'hui. Exactement, donc c'est un équipementier en pleine forme qui développe son chiffre d'affaires, notamment grâce à l'innovation et à son implantation en Asie. Voilà. 4 métiers, en gros, c'est pas en gros, c'est même sûr, 4 métiers chez Valeo, propulsion, les phares, je suis en train de chercher, ce qu'on appelle l'autonomie, l'aide à la conduite autonome, et le quatrième c'est climatisation, chauffage, hein, c'est ça? Voilà, dans notre jargon on dit activité thermique, un pôle propulsion, un pôle visibilité où il y a l'éclairage mais également l'essuyage, hein, donc Valeo est numéro 1 mondial de l'essuyage, et enfin un pôle confort et aide à la conduite. Alors l'innovation chez Valeo, ça représente combien de personnes et quel budget? Alors c'est plus de 10 000 personnes et plus d'1 milliard d'euros de dépenses de R&D annuellement. Plus d'1 milliard d'euros, donc un peu plus de 10% du chiffre d'affaires consacré à l'innovation. La première montre. Oui. C'est un standard dans la profession ou c'est vraiment une spécificité Valeo? C'est plutôt la fourchette haute de la profession, donc Valeo investit de manière volontariste dans l'innovation et dans la recherche et développement. Alors si je schématise, je vais dire les choses simplement, si je schématise la façon dont Valeo travaille avec les constructeurs, vos équipes prennent le pouls en permanence auprès de vos clients, les grands constructeurs auto, et essayent d'identifier leurs besoins. Vous travaillez à quoi, 5, 10, 15 ans pour identifier les grands axes de recherche pour Valeo? Alors d'abord on travaille à très long terme, c'est ce qu'on appelle les tendances sociétales. On essaie de comprendre où va le monde dans 20 ans. Et on en tire les conclusions sur la mobilité. Donc on voit que la population se concentre dans des mégapôles, donc la population vieillit, on en déduit qu'il faut plus de mobilité en ville, on en déduit qu'il faut aider les gens à comprendre le contexte dans des milieux difficiles comme la ville, on en déduit aussi, là je vous apprends rien, qu'il faut réduire la consommation, et donc on a décidé de focaliser toute notre innovation sur uniquement 2 axes. Premièrement, la réduction de consommation et d'émissions de CO2. Et deuxièmement, ce qu'on appelle intuitive driving, donc c'est la conduite intuitive, simple, autonome, connectée, qui est la conduite de demain. Alors je m'attarderai sur cette conduite autonome un petit peu plus tard, mais puisque vous parliez des réductions d'émissions de CO2, un des chantiers prioritaires en France, c'est cette fameuse voiture à 2 litres au 100, qui fait partie d'un des 34 chantiers industriels de demain. Concrètement, quand on est lancé sur ce type de chantier, qu'est-ce qu'on identifie comme piste pour diminuer la consommation d'un véhicule? Alors la manière dont on s'y est pris, donc on a réuni une centaine d'experts, des 2 constructeurs et des équipementiers, et en moins d'une journée, on a bâti un programme de travail identifiant les pistes principales. En moins d'une journée? En moins d'une journée, c'est-à-dire qu'on est allé finalement très très vite à l'essentiel. La première chose, il faut réduire tout ce qui est gaspillage inutile, donc il faut améliorer le rendement du groupe motopropulseur, les frottements, etc. Deuxième chose, il faut récupérer l'énergie, et notamment grâce à l'hybridisation. Ensuite, il faut réduire le poids, le poids c'est l'ennemi, et il faut que les équipements eux-mêmes consomment moins. On parlait de l'éclairage, une lampe halogène consomme 5 fois plus qu'une lampe LED. Donc on voit que l'innovation peut apporter des réductions de consommation. Puis ensuite, il faut réduire, améliorer l'aérodynamisme, le frottement, la traînée, etc. Et alors, cette fameuse voiture à 2 litres au 100, on y sera rapidement. J'ai lu dans les Échos récemment que 3 prototypes seraient présentés lors du prochain mondial de l'auto. Ça veut dire qu'on est déjà tout près de cette voiture à 2 litres? Alors on y travaille, donc qui dit prototype dit démonstrateur, dit faisabilité technique. Et évidemment, entre la faisabilité technique et la voiture de Monsieur Tout-le-Monde, il y a forcément un certain temps, qui est le temps du développement et de l'industrialisation. Ça veut dire que vous vous placez sur quel horizon? La voiture à 2 litres au 100, ce sera la voiture de Monsieur Tout-le-Monde d'ici combien? 10 ans? Alors la loi, la réglementation européenne impose une moyenne pour le parc, tout véhicule confondu, par constructeur de 95 grammes de CO2 par kilomètre, c'est-à-dire à peu près 4 litres au 100. Donc en moyenne, chaque constructeur, quelle que soit la puissance des véhicules de sa gamme, offrira une moyenne à 4 litres au 100. Ce qui veut dire qu'il y aura des véhicules qui consommeront 2 litres au 100, notamment des véhicules de ville, et des véhicules qui consommeront plus. Et ce, à l'horizon 2020 2020-2021. Voilà. Alors,
Parlons donc de cette voiture autonome. Ça aussi, ça fait partie des moyens de diminuer la consommation d'une voiture, parce que quand on dit voiture autonome, on dit notamment caméras qui permettent de se garer, donc on peut supprimer les rétroviseurs, dites-moi si je me trompe, mais ça fait partie des axes de réflexion. Ça va évidemment au-delà, le concept de voiture autonome, c'est un conducteur qui n'a plus à intervenir pour garer sa voiture, par exemple. Alors tout à fait, le concept de véhicule autonome, c'est d'abord une amélioration de la sécurité, drastique, puisqu'en fait les systèmes ont aujourd'hui un niveau de performance qui est bien supérieur à celui du conducteur moyen. Ensuite, ça fournit un confort, notamment en ville ou dans des situations d'embouteillage, où le plaisir de conduite n'est pas évident. Donc on voit, je suis sûr que vous l'avez expérimenté vous-même, des conducteurs qui téléphonent, qui font leur mail, bref, qui sont distraits au volant. Et donc, on pense qu'offrir une conduite autonome dans certaines circonstances, notamment dans les circonstances d'embouteillage, va être très très bien perçu par le grand public. Oui, l'idée, on le comprend bien dans ce que vous dites, c'est de se focaliser sur certaines situations de conduite qui permettent au conducteur de faire autre chose, mais en aucun cas de déposséder en quelque sorte le conducteur de toute action sur la route, sur l'autoroute, que sais-je. C'est pas l'idée, c'est pas en tout cas vos axes de recherche. Non, pas du tout. Pour venir ici, j'ai pris d'abord le périphérique et ensuite je suis passé par Place de l'Étoile. Autant c'est envisageable à court terme, dans les prochaines années, d'automatiser des fonctions de conduite dans le périphérique. Il n'y a pas de piétons, il n'y a pas de feu rouge, la voie est bien tracée. Autant, aujourd'hui, on n'a pas de solution du tout et de très loin pour la Place de l'Étoile. Donc on voit que le trajet ordinaire, où le conducteur est en permanence au maître de son véhicule, va certainement se répartir en petites tranches, des tranches où le véhicule sera autonome, par exemple le périphérique, par exemple l'autoroute, donc ça c'est pour demain, et puis des tranches pour lesquelles le conducteur sera nécessairement maître de son véhicule, par exemple en ville aujourd'hui. Sur votre feuille de route, vous imaginez un véhicule capable de circuler de façon autonome à quel horizon ? Alors les fonctions, d'abord, ce véhicule existe déjà sur des missions limitées, donc Valeo a développé les manœuvres de parking automatique. Oui. Donc aujourd'hui on est capable de faire garer des véhicules sans même que le conducteur soit à bord, donc c'est déjà une petite séquence. Donc à partir de cette petite séquence, on va tâcher d'élargir la mission aux conditions de circulation à basse vitesse. Ensuite, donc, qui dit basse vitesse dit conduite en embouteillage. Donc typiquement dans des situations en gros, 20-30 km/h, là on pense qu'en toute sécurité, on pourra offrir rapidement des fonctions de conduite automatique dans des infrastructures bien identifiées comme celle du périphérique par exemple. Alors pour conclure, Guillaume de Vauchel, je voudrais qu'on dise un mot des phares, qui sont donc une des spécialités de Valeo également. On a vu se développer les phares LED. On dit aujourd'hui qu'une technologie laser est en train d'émerger. Qu'est-ce que ça apporterait concrètement ? Alors, ce qu'on voit, c'est une accélération absolument formidable de la technologie. Il a fallu 50 ans pour passer de la première ampoule électrique à une ampoule halogène, une vingtaine ou une trentaine d'années pour passer de l'halogène au xénon, et on voit que d'ores et déjà, les LED remplacent ou vont remplacer le xénon en finalement moins de 10 ans. Et on voit, vous mentionnez, un futur compétiteur au LED qui est le laser. Donc ce qu'on voit, c'est cette accélération de la technologie absolument formidable. Donc le laser est capable de voir plus loin que les LED, puisque la lumière est cohérente, et le laser permet également d'offrir des faisceaux qui sont exactement programmables comme vous le souhaitez. Donc c'est un pas supplémentaire vers ce qu'on appelle la réalité augmentée. Des faisceaux qui éclairent quoi alors, si on les programme ? Alors, déjà aujourd'hui, vous pouvez sur des véhicules haut de gamme rouler en permanence en plein phare sans jamais éblouir personne. Donc ça, ce sont des fonctions qui sont extrêmement confortables. Simplement, on intercale un petit cache pour éviter d'éblouir le conducteur. Donc on offre une visibilité, je dirais, maximum, sans éblouir personne. On peut faire plus. On peut par exemple éclairer en double brillance la signalisation au sol, donc les lignes par exemple, pour mieux vous guider. On peut aussi, si une caméra détecte un piéton qui va traverser, éclairer plus le piéton, de manière à ce que vous compreniez de mieux en mieux ce qui se passe. Oui. C'est ce qu'on appelle la conduite intuitive. On va non pas donner plus d'informations au conducteur, mais donner les bonnes informations au conducteur pour qu'il puisse soit décider, soit déléguer sa conduite. Là, on est encore dans l'aide à la conduite. C'est un peu plus que l'aide à la conduite, parce que ça peut être la sécurité. Donc typiquement le genre de fonction auquel on réfléchit. Donc vous imaginez une caméra intérieure qui voit vos yeux en permanence, voit ce que vous regardez. La caméra
voit que vous n'avez pas vu le piéton qui va traverser, donc en fonction du contexte, soit éclairer le piéton en double brillance pour attirer votre attention, soit dire de toute façon non, il est trop tard, donc je vais décider de freiner. Oui. Donc vous voyez qu'il y a une intelligence supplémentaire au véhicule qui ne va pas réagir de la même façon en fonction de l'état de vigilance du conducteur. Et là, ce qui est très nouveau dans les développements, c'est que l'homme est vraiment dans la boucle et que les décisions prises par le véhicule sont, je dirais, vraiment en liaison avec votre état d'attention du moment. Merci beaucoup, Guillaume de Vauchel, à bientôt. Merci. Merci.